rapporteur, je vous propose que nous débutions notre séquence d'audition de ce jour et même de cette semaine, une semaine chargée. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. David Cresson, qui est membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po, qui est également professeur associé à la faculté de médecine Paris-Descartes. Vous êtes également fondateur de l'initiative Éthique IA, que je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir devant nous. Vous êtes accompagné de mesdames Judith Mel et Domiti Bordet, qui sont toutes deux membres d'Éthique IA. L'initiative citoyenne et académique Éthique IA a notamment pour but de proposer une série d'outils et de notes de cadrage pour garantir un regard humain sur les algorithmes en santé. Elle souhaite proposer dans ce domaine une troisième voie entre surprotection et déréglementation. L'intelligence artificielle étant un des enjeux majeurs de la future loi de bioéthique, votre expertise va nous être utile afin de faire mûrir nos réflexions et sûrement aussi nos connaissances. Je vous laisse maintenant la parole pour un exposé. Nous poursuivrons ensuite par un échange de questions et de réponses. Nos débats sont enregistrés et filmés. C'est pour ça que je vous invite à début de chaque prise de parole et à la fin d'appuyer sur le bouton qui est devant vous. Monsieur Cresson, je vous laisse la parole. Un grand merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, de l'honneur qui est fait de s'exprimer devant vous pour la révision bioéthique. Merci d'avoir rappelé ce qu'est Éthique IA. C'est une initiative académique, citoyenne, qui s'est en fait plus engagée dans le débat bioéthique il y a un petit peu plus d'un an, mais qui en fait est issue du regroupement informel d'acteurs qui sont à la fois engagés dans l'algorithmique appliqué à la santé, mais aussi de professionnels de santé qui sont intéressés aux questions de numérique. Et je voudrais plus particulièrement adresser un message à Jean-Louis Touraine, avec qui on a eu l'occasion à de nombreuses reprises d'échanger sur ces questions qui sont évidemment majeures. Merci à vous d'avoir porté l'accent sur les questions d'IA et de robotisation en santé. Je précise par ailleurs que j'ai eu l'honneur de co-diriger le groupe technique que le Comité consultatif national d'éthique a diligenté sur l'intelligence artificielle et la robotisation, avec Claude Kirchner, qui est membre du Comité consultatif national d'éthique. Les conclusions de ce rapport de cette mission ont en bonne partie abondé la partie numérique et intelligence artificielle de l'avis numéro 129 qu'a émis le Comité consultatif national d'éthique le 25 septembre dernier. Et le rapport in extenso qui est issu de cette mission sera prochainement diffusé. Et évidemment, le comité aura à cœur de vous le transmettre. Là, évidemment, je m'exprime au titre d'Éthique IA, à titre plus personnel et académique, mais j'essaierai, dans mes différents propos, de resituer les points de cohérence dans la démarche, parce que je pense que, et cette audition d'aujourd'hui est une étape complémentaire, qu'il y a un mouvement de bascule qui me semble plutôt positif sur ces questions d'éthique, de régulation éthique du numérique et de l'intelligence artificielle en santé. Alors vous avez utilisé, Monsieur le Président, une expression que je n'avais pas utilisée, mais qui est jusqu'ici, mais qui me va très bien, qui est celle d'une troisième voie. Et je pense que c'est ce qui est en train d'émerger, qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis un an, et que le passage devant l'Assemblée, devant le Parlement, de la révision bioéthique permettra peut-être de trouver ce bon réglage, cette voie qui permettrait à la fois s'ouvrir à l'innovation en santé et de maîtriser les risques éthiques qui sont associés au déploiement de l'IA. Un petit point de contexte avant de venir sur la partie éthique. Ce qui me frappe, c'est la temporalité avec laquelle se déroulent les choses. Entre le moment où Éthique IA s'est engagé et a participé il y a un peu plus d'un an à la consultation citoyenne qui avait été engagée dans la mission organisée par Cédric Villani, et maintenant, il y a eu une accélération de la temporalité sur les questions d'intelligence artificielle en santé qui est absolument frappante. Je ne vais pas devant vous
refaire un cours sur les questions d'IA ou de robotisation, mais peut-être quand même un mot pour vous dire que on entend par là, par l'intelligence artificielle, le recours à un dispositif algorithmique d'aide à la décision dans le champ de la santé. Et la robotisation, si on voulait être plus précis, il vaudrait mieux parler de dispositifs mécatroniques. Et là, on en comprend le sens très concrètement. C'est un mécanisme électronique qui a un impact sur une réalité physique sensible. Donc, on peut avoir comme ça une articulation entre l'algorithme et le robot, l'intelligence et son bras armé opérationnel, qui est un bras armé de robotisation. Alors, je vous disais, le temps s'écoule vite sur ces questions. Il faut bien mesurer qu'on n'est pas dans un moment de révolution de la science informatique en tant que telle. Les concepts d'intelligence artificielle, et y compris les concepts de ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle apprenante, ont été forgés depuis longtemps. Pour l'IA dans les années 50 par Alan Turing et Minsky. Et pour le machine learning, un peu plus récemment, mais quand même il y a une trentaine d'années déjà, par des acteurs de sciences informatiques comme John Holland et David Goldberg, qui ont posé les principes de ce qu'est l'intelligence artificielle apprenante pour aller vite. C'est un algorithme qui a la capacité, au fil de son temps de traitement de données, d'écarter ce qu'on appelle en algorithmique des hypothèses aberrantes, c'est-à-dire des données qui s'écartent trop, qui ont un écart type trop distant par rapport à la valeur centrale permettant d'atteindre les objectifs de la programmation de l'algorithme. Donc ces concepts-là ont été forgés il y a déjà longtemps, mais ce que l'on vit avec une accélération de plus en plus forte, c'est une révolution plutôt des usages, des cas d'application de ces techniques. On voit l'irruption quasiment chaque semaine de nouvelles solutions d'IA en général et d'IA dans le secteur de la santé en particulier, avec, si on fait le paysage aujourd'hui, une concentration de ces cas d'usage qui se centre sur la technique d'apprentissage par reconnaissance d'image. Un cliché d'IRM, un scan, sur lequel un algorithme va apprendre à reconnaître s'il y a une pathologie ou pas de pathologie. Et donc, vous voyez bien que les cas d'application se retrouvent essentiellement dans le champ de la radiologie, de la dermatologie, de l'ophtalmologie, dans certains domaines de la cancérologie. Et par ailleurs, on voit que dans des disciplines que connaît bien le professeur Touraine, il y a des versions plus ambitieuses technologiquement de l'IA qui se déploient dans le champ de l'immunothérapie, dans le champ du pilotage par les données de santé publique, avec des projets qui sont menés plutôt sur le terrain de la recherche, et avec une ligne de recherche et développement qui touche à la question de l'application d'intelligence artificielle aux données génétiques. On a accompagné avec Ethikia un projet dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est un projet de machine learning d'IA apprenante sur la recherche des causes génétiques des ciliopathies rénales, avec une interrogation profonde des bases de données d'Imagine, donc 500 000 petits patients et 5 millions de comptes rendus médicaux sur lequel est porté un projet de RHU, de machine learning, pour déterminer les causes des ciliopathies rénales. Ça, c'est l'innovation telle qu'elle se déploie. La France, l'exemple d'Imagine le montre, mais aussi dans le champ de la reconnaissance d'image, celui que vous connaissez peut-être, l'exemple de Therapixel, qui est une solution qui propose un dispositif avancé de reconnaissance d'image en mammographie. La France n'est pas absente de cette innovation dans le domaine de l'IA en santé, mais force est bien de constater que l'innovation se déploie encore plus vite ailleurs, sur des solutions très appliquées, comme par exemple le diagnostic des rétinopathies diabétiques, la FDA, la Food and Drug Administration américaine, ayant donné sa première autorisation à un algorithme de reconnaissance d'image pour les rétinopathies diabétiques au mois d'avril dernier, qui concerne la pathologie qui concerne 50% des patients atteints de diabète de type 2. Donc on a une innovation qui se développe vite, chaque jour plus vite, et se pose la question qui vous est soumise de la manière dont on peut la réguler, en essayant de trouver la bonne ligne d'approche des enjeux éthiques. Sur cette question des enjeux éthiques, si vous me permettez d'utiliser une image, je dirais qu'on peut les présenter sous la forme d'une pyramide à 3 crans, avec des enjeux éthiques finalement décroissants, d'importance décroissante ou de sensibilité décroissante.
Vous avez un premier écran et qu'on a essayé de porter avec Ethiquia et le Comité Conseil national d'éthique dans son avis que vous avez vu a relayé cette notion. L'image que je développe là m'appartient, mais le discours, le message se retrouve dans l'avis du CCNE. Que le risque éthique principal du numérique et de l'intelligence artificielle en santé, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et ça traduit, quand je parlais du mouvement de bascule ou du mouvement de revirement, ça traduit un réel changement d'approche dans l'abord qu'on a sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a, vous l'avez vécu sur le sujet de la télémédecine, il y a eu quasiment 10 ans entre la fixation du régime juridique et l'ouverture du modèle économique dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Sur l'IA et la robotisation en santé, il faut mesurer à quel point existent encore dans notre système des situations dans lesquelles le blocage du recours au numérique et au pilotage par les algorithmes produit des conséquences non éthiques. Dossier qu'on a suivi de près avec Jean-Louis Touraine, la question de l'insuffisance rénale chronique. Vous en connaissez les tenants et les aboutissants. On continue à vivre avec un modèle économique de l'insuffisance rénale chronique qui survalorise les séances de dialyse en centre lourd versus la dialyse à domicile et la greffe, alors même que ces solutions peuvent être médicalement, mais aussi qualitativement plus indiquées pour les patients, parce que dialyse en centre lourd, ça implique des séances 3 fois par semaine, donc avec un effet de percussion très direct pour la vie familiale et la vie professionnelle de ces personnes. C'est un sujet sur lequel on a été amené à opérer un lancement d'alerte avec l'association de patients insuffisants rénaux chroniques, Renalou. Une prise de conscience s'opère sur ce point. D'ailleurs, c'est la mesure 1 du plan santé 2022 qui a été annoncé avec un ancrage dans la loi de financement de la sécurité sociale sur la réforme du modèle d'insuffisance rénale chronique. Mais cet exemple-là et les dérives qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas tomber dans une généralisation hâtive sur ces questions, mais les exemples que l'on connaît maintenant de dérives sur ce point montrent à quel point l'absence de pilotage par les données de santé publique génère en réalité une situation non éthique. Et vous voyez, là, vous comprenez par rapport aux exemples appliqués que j'évoquais plus tôt, il ne s'agit pas de forme d'intelligence artificielle très élaborée. Il s'agit juste d'avoir un dispositif permettant de mettre en perspective des données de santé publique pertinentes. Par exemple, à l'échelle d'un territoire, confronter la prévalence de l'insuffisance rénale chronique avec le taux d'accès à la dialyse à domicile ou à la greffe, pour essayer de faire émerger des situations de blocage ou de non-pertinence des soins. C'est un thème fortement développé par la ministre des Solidarités et de la Santé. On a, avec la diffusion du pilotage par les données de santé, par les méthodologies algorithmiques en santé publique, un vecteur puissant permettant de venir à l'appui d'une politique déterminée de résorption des cas de non-pertinence des soins. Je pense que quand on aborde ces enjeux éthiques, il faut toujours avoir ça associé au numérique et à l'IA en santé, toujours avoir ça en ligne de fond, qui est quel serait, si vous me permettez l'expression, le coût d'opportunité d'une surréglementation. Trop légiférée, trop réglementée, revient en fait à retarder la résorption de ces enjeux éthiques immédiats liés à l'absence de pilotage par les données de santé, alors que les enjeux éthiques intrinsèques à l'intelligence artificielle dont je vous parlerai tout à l'heure sont des enjeux qui existent, mais à l'état de potentialité. Donc vous voyez, on a une forme d'écart entre des dysfonctionnements liés à l'absence de recours du numérique en santé ou au retard du recours au numérique en santé que l'on peut constater très empiriquement aujourd'hui, et des risques éthiques potentiels associés à l'IA qui existent à l'état, mais à l'état seulement théorique. Ça, c'est le premier point. Donc, si je reprends l'idée de 3 crans de risque éthique, le premier point, l'absence de diffusion de l'IA et du numérique génère la persistance de situations éthiquement non acceptables. Vous avez un deuxième point qui est qu'une surréglementation, une surlégislation de ces questions produit un autre effet qui est l'effet d'encouragement des professionnels et des patients à avoir recours à des innovations de médecine algorithmique conçues hors de France, hors de l'Union européenne, dans un cadre qui échapperait à notre régulation éthique. Si on en met trop dans la loi, en fait, si on complique trop l'accès à la médecine algorithmique, on va concrètement encourager les Français, les professionnels,
à avoir recours à ces solutions-là. Prenons l'exemple du cas de la rétinopathie diabétique dont je vous parlais tout à l'heure. Il me paraît pas du tout inconcevable d'imaginer que dans un contexte où les patients sont de plus en plus informés par la vitesse accrue de circulation de l'information, qu'on est en 2018, un patient à qui son médecin traitant dirait je pense que vous avez une rétinopathie diabétique, je vais vous recommander à mon confrère ophtalmo qui est dans le quartier d'à côté, et à qui le patient répondrait je vous aime beaucoup docteur, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas de voir votre confrère, c'est d'avoir le cliché de fond d'œil. Comme ça, je pourrais envoyer un mail à la société qui exploite cet algorithme qu'on présente comme super fiable et qui existe outre-Atlantique. Je suis prêt à payer les 150 ou 200 $ pour avoir ce diagnostic et ça m'intéresse pas de voir votre confrère. Vous voyez ce que ça provoque. Ça provoque concrètement une pratique d'évitement du système de santé français, mais ça provoque un deuxième risque, c'est que évidemment cet accès à l'information, mais aussi la conditionnalité matérielle qu'impliquerait le recours à ces solutions de médecine algorithmique externe, génère aussi un biais très fort en fonction des ressources, avec derrière une vraie menace. Si on ne développe pas des solutions de médecine algorithmique dans le cadre français, dans le cadre européen, une vraie menace pour le principe de solidarité de notre sécurité sociale, parce qu'on aurait une question de consentement ou de risque d'érosion du consentement à la solidarité qui est au cœur du financement de notre système de santé. Donc, voilà les deux premiers risques. Et maintenant, arrivons au troisième étage. Donc, vous avez compris mon raisonnement. Une fois qu'on a posé ces deux risques principaux, on peut arriver sur les questions plus intrinsèques à l'intelligence artificielle en santé. Et là, donc on est sur des questions qui sont évidemment abondamment ou surabondamment abordées par la science-fiction, mais la réalité pratique, c'est pas celle d'un risque de domination de l'homme par la machine, c'est des risques plus spécifiques qu'on a essayé de qualifier, que le CCNE a repris dans l'avis 129. Alors je le dis là aussi avec mes mots pour que vous compreniez bien les choses, même si l'expression du CCNE à laquelle je me permets de vous renvoyer est peut-être plus précise que celle que je vais utiliser. Des risques de deux ordres en fait. Premier groupe de risques, les risques qu'on pourrait appeler des risques de délégation. Délégation de la décision médicale à l'intelligence artificielle, d'une part, vous comprenez bien le sujet, un algorithme qui formule une proposition thérapeutique assis sur des centaines de milliers de cas avec un taux de certitude de 99%. Le risque, c'est que, non pas en droit, mais en fait, le médecin se transforme en presse-bouton de cette solution sans prise de recul. Mais le risque existe aussi d'une délégation de consentement du patient. Exactement comme moi, si vous me permettez le parallèle trivial, quand je suis devant ma télé et que je regarde Netflix. Je suis un consommateur de séries télé très heureux, je n'ai pas d'action chez Netflix, mais à chaque fois que l'intelligence artificielle me propose une série, assise sur 99% de propositions, je la regarde, et plus je regarde, plus l'IA me connaît, et plus elle me connaît, plus elle sait par avance ce que je veux voir avant que moi-même je le sache. Donc en droit, je suis toujours libre de refuser la proposition qui est faite, mais en pratique, ce consentement de consommateur est dans le champ de la médecine. De patients risque de s'éroder. Vous voyez, c'est une question de prise de recul. Premier groupe de risques, les risques de délégation. Le deuxième groupe de risques, qui tient plus à la nature même de l'intelligence artificielle, c'est un risque de mise en confrontation de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. Vous avez compris, et je l'ai rappelé tout à l'heure, le processus d'intelligence artificielle apprenante qui consiste à écarter des données aberrantes au fil du traitement et au fil du temps. Sauf que, évidemment, en médecine, les données aberrantes correspondent à des cas individuels. Et que la mécanique qui peut être à l'œuvre, c'est de ne plus prendre en compte certaines situations individuelles dans l'intérêt collectif pour atteindre les objectifs du programme. Ça correspondra à telle situation de patient en fin de vie à qui on pourrait considérer qu'il est plus efficace de ne plus proposer telle thérapeutique très coûteuse dans l'intérêt du plus grand nombre. Et là, vous voyez, on arrive sur une question éthique importante, compliquée, qu'il faut sans doute pas voir a priori en termes de morale, qui est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. L'IA va, vu les situations non éthiques que l'on continue de subir dans le système,
faute de pilotage suffisant par les données, amènera massivement à améliorer la qualité et l'efficience du système, mais au prix d'un risque intrinsèque de minoration de la prise en compte de certaines situations individuelles. Et vous voyez que la dynamique ou la zone de risque, c'est celle d'une combinaison des risques de délégation de décision médicale, de délégation de consentement du patient et de minoration de la prise en compte de l'individu par rapport au collectif. Et puis, finalement, on se retrouve avec un outil si puissant qu'il améliorera tellement l'efficacité et la qualité du système que l'on ne se rende pas compte au fil de l'eau de la concrétisation de risques éthiques dont finalement on ne s'apercevrait même plus devant la satisfaction collective qui se dégagerait de l'amélioration du système. Un peu comme moi encore, quand je regarde Netflix, il faut vraiment que je fasse un effort de prise de recul pour m'apercevoir de ce que je rate quand je ne fais que regarder des séries de Netflix. Il y a d'autres choses qui existent, mais ça nécessite un effort de prise de recul parce que le service est, je le juge qualitatif, je le juge efficace, mais il génère des effets de bord et des effets de concentration sur un seul schéma de décision. Donc voilà la double zone de risque. Alors, la double zone de risque. Alors après, une fois qu'on a posé ça, quel est le niveau d'intervention pertinente à l'occasion de cette révision bioéthique de 2018-2019 ? Et là, il faut bien mesurer que la France et la représentation nationale a évidemment une responsabilité majeure, parce qu'on est sur un sujet où, sur ces questions, la révision bioéthique française arrive en avance de phase par rapport à toute une série de processus de régulation. Les process de concertation qui sont engagés au niveau européen sur ces questions sont encore à leur début. Les principes d'action législative dans d'autres pays sont quasi inexistants. Donc la France sera première en pratique sur ces questions. Donc une responsabilité plus forte et donc du coup aussi derrière, si cette révision de bioéthique fonctionne, la capacité peut-être à porter une voix, porter une troisième voix, Monsieur le Président, pour reprendre encore une fois votre expression, qui puisse peut-être rayonner hors de France à condition de le faire en bonne intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'il y a lieu de faire et ne pas faire dans cette révision de bioéthique ? D'abord, rappeler, vous l'avez compris, à la modération législative sur ces questions pour ne pas bloquer l'innovation. Une thématique sur laquelle on avait eu l'occasion de s'exprimer avec Ethikia et que le comité consultationnel d'éthique a eu l'occasion de relayer, c'est la question qui est assez présente, hein, vous êtes dans le débat public sur ces questions, de la responsabilité ou des enjeux de responsabilité pour les professionnels. Pour nous, il est surtout urgent de ne pas légiférer sur ces questions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des risques de dommages peuvent être complètement pris en compte dans le cadre des cadres juridiques existants. Essentiellement, la responsabilité du fait des choses, vous en connaissez les principes, hein, quand vous avez un utilisateur de robot ou d'algorithme qui intervient, cette utilisation cause un dommage, dans la mise en œuvre du principe de fonctionnement courant de ce procédé, eh bien, c'est l'utilisateur ou son assureur qui est responsable, le médecin libéral s'il exerce en ville, ou l'établissement, si on est dans un cadre d'exercice en établissement de santé public ou privé. Sauf dans un cas, bien sûr, qui est le cas de dysfonctionnement de l'intervention du procédé robotique ou algorithmique, et auquel cas s'applique le régime de la loi de mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, issu d'une directive communautaire de 1985, qui dit qu'en cas de dysfonction, c'est le producteur qui est responsable. La Cour de justice de l'Union européenne, comme vous le savez, dans une décision de décembre 2017, ayant assimilé un logiciel d'aide à la prescription médicale à un dispositif médical. Et donc, par extension, un algorithme d'aide à la décision médicale intégrerait le régime des dispositifs médicaux et donc intégrerait ce régime de responsabilité du producteur en cas de dysfonction de l'algorithme d'aide à la décision. Donc, pas besoin de légiférer en cas de dysfonction. Est-ce que pour autant toutes les questions sont réglées ad vitam aeternam ? Non. Il y a dans la loi de mai 98 une clause d'exonération de la responsabilité du producteur que vous connaissez bien,
qui est le risque de développement. Vous savez, ce risque qu'on ne pouvait pas anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et là, vous avez compris que face au développement de l'intelligence artificielle apprenante, et notamment dans le cas des disciplines dont la matière première est déjà beaucoup du code numérique, on les a cités tout à l'heure, vous avez une situation pas du tout théorique, dans laquelle l'algorithme, à force de s'améliorer au fil du traitement de données, deviendrait tellement différent de sa version initiale qu'il y aurait un moment où le producteur de la solution d'IA pourrait exciper de la clause exonératoire de risque de développement pour échapper à l'indemnisation du dommage. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, la victime ne serait pas indemnisée. À quoi ça correspond aujourd'hui? Ça ne correspond pas à un cas de sinistralité constaté. Il n'y a pas d'exemple de dommages ressortissant de ce cas-là, c'est-à-dire un cas de machine learning pur. On n'en est pas à ce stade de développement de l'IA. Est-ce que la question se posera? Oui. Est-ce qu'elle se posera de manière importante? Très probablement, vu l'effervescence de solutions pratiques dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut pour autant aborder la question dans un cadre strictement national? Je ne crois pas, dans la mesure où si nous tentions, dans la révision bioéthique de 2018-2019, de fixer un régime d'indemnisation des dommages du fait du machine learning en France, il y aurait le risque fort d'avoir un cavalier seul, source d'inconvénients assez importants pour le développement de l'innovation en intelligence artificielle dans notre pays, avec le risque d'un effet un peu repoussoir au développement de l'innovation. Je pense qu'il y a plutôt un message à faire passer et une prise de position politique à avoir pour enclencher rapidement une initiative communautaire pour imaginer, pourquoi pas, à terme, la construction d'un régime de responsabilité, pourquoi pas sans faute, à l'échelle de l'Union européenne pour l'effet de dommages issus de ces cas de machine learning pur, un régime dont on réglerait, comme ça s'est vu dans d'autres cas, au fil du temps, les paramètres pour tenir compte de la réalité de la sinistralité constatée, avec un mécanisme d'abondement à déterminer, cotisation des assureurs, intervention de la puissance publique. En tout cas, la question mérite d'être posée sur le plan de la théorie, mais de notre point de vue, pas sur le plan de la loi de bioéthique en 2018. Il y aurait plus d'inconvénients à déséquilibrer les régimes de responsabilité des professionnels que d'avantages à régler des questions qui ne se posent pas encore pour le moment. Donc ça, c'est le premier point. Que faudrait-il faire dans la loi? En pratique, donc je vous ferai passer un petit dossier écrit. Avec Ethiquia, on a proposé 2 adaptations législatives que le Comité constitutionnel d'éthique a bien voulu relayer dans l'avis 129. La première, c'est, et vous avez compris l'idée, c'est de viser le droit minimum, la législation minimum, mais pour répondre aux enjeux éthiques, mais une législation réellement efficace, en complément de ce qui existe déjà, parce nous sommes déjà dans un environnement dans lequel vous venez de transposer le règlement général sur la protection des données, s'y applique en plus des régimes protecteurs relatifs aux données personnelles, y compris sur le plan pénal, des régimes applicables à la protection du secret médical. On n'est pas dans un environnement vierge de toute régulation législative, en plus de ce que pourraient décider par ailleurs les juges dans le cas de contentieux d'espèces. Sur ce qu'il faudrait faire sans doute, ou ce qu'on pourrait proposer de faire dans la prochaine révision bioéthique, c'est d'ajouter 2 dispositions dans notre droit qui aujourd'hui sont sans doute manquantes. La première, c'est un élargissement du devoir d'information du médecin à son patient pour que le patient puisse être informé du recours à un algorithme d'aide à la décision médicale préalablement à l'intervention de la thérapeutique. Le médecin informe son patient, même titre qu'il l'informe d'une série d'éléments avant l'intervention du traitement. Il explique qu'il a eu recours à un algorithme d'aide à la décision. La deuxième modification législative, plus innovante, serait l'insertion d'un principe qui nous semble fondamental, qui est le principe de garantie humaine de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est la garantie humaine? C'est quelque chose qui vous semblera très intuitif, que vous avez d'ailleurs évoqué dès votre propos introductif, c'est d'essayer d'établir la notion qu'on garde dans ce processus de médecine algorithmique un certain degré de supervision humaine du processus. Comment ça s'écrit ou comment ça se définit? Sans doute
pas beaucoup plus précisément que de dire que la loi bioéthique française reconnaît l'importance d'une garantie humaine de la médecine algorithmique. Parce que finalement l'essentiel du sujet, et sur ce point-là, vous avez eu connaissance bien sûr du rapport qu'avait publié le Conseil national de l'Ordre des médecins sous l'impulsion de Jacques Lucas en janvier 2018. L'Ordre avait appelé au développement d'un environnement de soft law, de guide de recommandations de bonnes pratiques pour guider le développement du numérique en santé. Ça nous semble essentiel sur les questions d'intelligence artificielle en général et sur ces questions de garantie humaine en particulier. Parce qu'il faudra, à partir du moment où la représentation nationale voudrait reconnaître ce principe, susciter, encourager l'émergence en fait de techniques opérationnelles, de recommandations de bonnes pratiques pour essayer de mettre en œuvre cette garantie humaine de l'IA concrètement. Je prends 2 exemples de méthodes qu'on a proposées. La première avec la Société française de télémédecine. On a proposé l'idée d'une télémédecine de garantie humaine de l'IA. Et vous allez comprendre, c'est très intuitif. Je suis médecin de première ligne. L'algorithme me propose une solution thérapeutique que j'achète pas, entre guillemets, par rapport au cas clinique donné. Donc, du coup, je passe un coup de fil ou je sollicite un deuxième avis auprès d'un confrère spécialisé ou plus spécialisé qui me donnerait son regard par rapport à la proposition thérapeutique algorithmique. Le deuxième avis venant ici, en aidant à la prise de recul en première ligne, par rapport à la proposition algorithmique. Télémédecine de garantie humaine, où il y a déjà des solutions, notamment, vous connaissez l'acteur deuxième avis, qui propose d'avoir recours à un deuxième avis par rapport à un premier avis humain. On serait en fait finalement dans une réflexion connexe par rapport à ça, qui fait que le deuxième regard, là, intervient par rapport à la proposition algorithmique. Et puis, deuxième exemple de technique de garantie humaine, ce qu'on pourrait appeler un collège de garantie humaine, susceptible d'être mise en place à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un établissement. Là aussi, vous comprenez bien le process. C'est l'idée d'aller chercher, par exemple, tous les 2-3 mois, 20 ou 30 dossiers médicaux sur lesquels s'est appliqué un diagnostic algorithmique et sur lesquels on va a posteriori mettre en œuvre un deuxième regard humain. Dans ces collèges pourraient intervenir des médecins, des soignants, des représentants des usagers, et l'idée d'essayer d'avoir une appréciation au fil de l'eau de la manière dont l'algorithme se développe. Et vous en comprenez le sens. L'idée de regarder si l'algorithme de la décision reste efficace dans son diagnostic médical et si les effets éthiques ou les risques éthiques dont on parlait tout à l'heure, délégation de décision médicale, délégation de consentement du patient, risque de minoration de la prise en compte de la personne par rapport au collectif, si ces effets de bord éthiques peuvent se maîtriser au fil du temps concrètement. Donc, fallait encourager l'émergence d'un environnement de création de recommandations de bonnes pratiques, le cas échéant sous égide de la Haute Autorité de Santé, mais dans un environnement, qui permettrait, sur un domaine dont vous comprenez bien que la définition des méthodes de régulation est finalement en soi un champ de recherche, parce qu'il faut inventer des manières de capter la régulation éthique de manière nouvelle. Ce qu'on a essayé de faire avec les équipes de l'IHU Imagine, en proposant, et je vous le transmettrai, une proposition de normes de bon usage de l'IA appliquée aux données génomiques, en essayant de définir des principes de protection un peu plus appuyés sur ces données plus sensibles, mais aussi en mettant en exergue le fait qu'il y a aujourd'hui dans notre droit des blocages pour le développement du recours à l'IA permettant des avancées en génétique. Exemple pratique, aujourd'hui un non-clinicien, un data manager, ne peut pas avoir le recours à des données cliniques dans le cadre d'un programme d'application de l'IA en recherche sur les données génétiques, ce qui est un vrai blocage. Donc, on propose de mettre en place ce qu'on peut appeler un périmètre de sensibilité dans lequel ces traitements plus profonds pourraient être mis en œuvre, mais sous la condition de déploiement de mécanismes de sécurisation informatique plus importants. Donc voilà ce qui est la proposition ou le train de proposition qu'on peut faire sur l'idée d'une régulation positive
de l'intelligence artificielle. Donc vous avez compris les principes, des dispositions législatives ciblées permettant de traiter les questions ou les manques que l'on repère aujourd'hui, élargissement du devoir d'information du médecin, insertion du principe de garantie humaine de l'IA sans le surpréciser pour ne pas bloquer l'innovation, et création d'un environnement de régulation positive. Je terminerai, si vous permettez, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, par peut-être un point sur la technique de régulation, sur l'état du débat public sur ces questions, avec un fond de discours que vous avez peut-être entendu, qui est la question de la transparence du code. Oui, on a entendu ça il y a un moment donné, plutôt sur la première partie de l'année, assez vigoureusement. Vous aviez des défenseurs qui expliquaient que pour réguler finalement l'intelligence artificielle, il fallait rendre le code transparent, voire le mettre sur la place publique. Et pour vous dire le fond de ma pensée, hein, là je m'exprime à titre personnel, je n'y crois pas opérationnellement, et je trouve que ça relève d'une confusion plutôt assez dangereuse. J'y crois pas opérationnellement. Pourquoi? Parce que si vous avez un centre de recherche ou un acteur industriel qui investit plusieurs millions d'euros pour écrire un code d'aide au diagnostic algorithmique, à partir du moment où il le met sur la place publique, déjà c'est pas très rationnel en termes d'investissement d'innovation, mais c'est surtout la meilleure assurance que cette solution soit captée par un opérateur moins éthique que lui. Et puis, deuxième exemple d'inopérationnalité, c'est que si je suis patient et que la transparence du code ne me sert à rien, si mon médecin applique un algorithme de reconnaissance d'image et me dit je pense que vous avez un cancer du pancréas, et que je lui demande vous en êtes bien sûr docteur, il me dit si vous voulez vérifier, je vous donne le code, ça ne me sert à rien. Vous comprenez que c'est pas opérationnel. Et puis, deuxième notion, ça relève pour moi d'une confusion un peu dangereuse entre contrôle technique et contrôle qualité. Ça m'est arrivé comme ancien directeur général de CHU d'avoir à acheter des équipements lourds, par exemple d'acheter un IRM. Et quand vous achetez un IRM, vous vous entourez d'avis médicaux et vous vérifiez que le producteur a fait un contrôle technique préalable qui est très encadré dans les dispositifs de mise sur le marché des produits de santé. Le producteur doit assurer un contrôle technique global qui intègre des éléments de vérification sur le code informatique lui-même, avant la mise sur le marché, avant l'acquisition du produit, et une fois que le produit a été acheté, au fil du temps, il doit donner à l'utilisateur la garantie de la récurrence de ce contrôle technique, qui peut aller même très loin dans des diligences sur le code et sur l'algorithme lui-même. Mais ça, cette condition sine qua non ne doit pas être confondue du contrôle qualité, qui, pour nous, porte plutôt en amont sur la qualité de l'approvisionnement en données de santé. Est-ce que les données sont bien pertinentes médicalement? Est-ce qu'elles ont été collectées avec le consentement des patients? Vous voyez, ça, c'est la qualité. Et a posteriori, des techniques de pilotage qualité relevant de ce qu'on a expliqué sur la méthode de garantie humaine. Est-ce que l'algorithme de la décision est efficace, reste efficace médicalement au fil du temps? Est-ce que j'ai un niveau de supervision suffisant pour m'indiquer comme utilisateur que les effets de bord éthiques dont je parlais sont maîtrisés au fil du temps? Donc il y a peut-être un enjeu de clarté à avoir dans le débat, parce qu'il y a un effet de transformation réelle liée à l'intelligence artificielle en santé, mais il ne faut pas être dupe du fait qu'il y a aussi un effet de buzz cosmétique sur ces questions, qui fait, sous la ferveur d'un intérêt qui est positif en soi, hein, l'opinion des médias sur ces questions, il ne faut pas donner à l'intelligence artificielle un statut surparticulier par rapport aux autres innovations technologiques, et notamment ne pas faire perdre de vue la nécessité, la complémentarité du contrôle technique et du contrôle qualité sous l'effet de la magie qu'exerceraient les algorithmes par eux-mêmes. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, les quelques constats que je voulais porter en première intention à votre attention, et puis je vous apporterai en complément des éléments de production plus écrite sur ça pour essayer d'aider vos travaux. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais à ce stade deux questions. D'une part, dans son avis auquel vous avez fait référence à plusieurs reprises, le CCNE pense qu'il faut
adapter le recueil du consentement du patient à l'utilisation de ces données de santé en le complétant avec des outils pratiques nouveaux ou réactualisés, je cite, pour garantir l'effectivité du recueil de ce consentement. Donc, c'est selon vous, quels pourraient être ces outils pratiques nouveaux et selon quelles modalités ils pourraient être utilisés? Deuxième sujet, il est également question, dans l'avis du CCNE, une suggestion de la création d'un comité d'éthique du numérique. Est-ce que, selon vous, c'est une proposition qui irait dans le bon sens? À quelles conditions? Avec quelles limites? Quel est votre avis sur ces deux sujets? Peut-être je commence par le deuxième, qui est une question finalement plus institutionnelle, sur lequel, là, mon expression personnelle n'a pas réellement de valeur ajoutée par rapport à l'expression qui était celle du Comité consultatif national d'éthique. Je donne quand même un regard sur la formulation telle qu'elle est issue de l'avis du CCNE, sans prétendre le commenter ou y apporter quoi que ce soit. Je vous donne simplement un retour plus pratique de mon expérience opérationnelle dans le système. C'est que je pense que vous avez compris qu'il y a eu, et encore une fois, l'impulsion que vous y avez donnée, il faut la souligner, une réelle construction depuis un an d'un début d'édifice de régulation positive de l'IA en santé et de la robotisation. Je pense qu'on peut collectivement être fiers, et là évidemment on est loin d'en être les seuls auteurs, mais on peut collectivement être fiers de ce qui a été apporté dans le débat public ces derniers mois sur ces questions, et votre travail y contribuera, j'en suis complémentairement, j'en suis convaincu par avance. Mais il faut bien mesurer que toute cette construction, vous voyez, jusqu'à des questions très ciblées, hein, si vous en faites l'amitié, vous regarderez le projet de norme de bonne pratique sur l'IA appliquée aux données génomiques préparées avec Imagine. C'est 6 mois de travail et des questions très précises. Je crains que si venait à l'idée de la représentation nationale de mettre en place une autorité de régulation éthique des algorithmes qui soit désectorisée ou transverse, il faudrait beaucoup de temps avant que un temps institutionnel de mise en place, de calage, de saisie de dossier, il faudrait beaucoup de temps pour qu'elle vienne descendre jusqu'à cette granularité-là. Je ne sais pas si je suis clair dans mon expression. Et c'est peut-être une visée là, très court-termiste, mais même un délai de 6 mois de mise en place institutionnelle pourrait être irrémédiablement préjudiciable à la France dans un contexte où la technologie se développe si vite que ce patrimoine réel de régulation positive de l'IA, de la robotisation en santé dont on dispose maintenant, il faut lui donner une opérationnalité rapide. Donc il y a ce qui est le pilotage qualité, donc là peut-être une solution sous égide de la Haute Autorité de Santé, avec derrière la capacité de laisser un environnement de nature, vous voyez, plus privé, avec un couple utilisateur et puis garant qualité qui permettrait de faire vivre cet environnement de recommandation de bonnes pratiques. Et puis après, sous le champ éthique, ce qu'il y a dans l'avis du CCNE, moi je l'interprète comme finalement une volonté assez pragmatique de trouver une voie de passage entre ce capital d'expertise spécialisée sur la bioéthique en tant que telle et la nécessité peut-être de faire une transition progressive vers une régulation éthique plus transversale sur les algorithmes. Mais si la France seule se mettait en 2018 à créer une autorité de régulation éthique des algorithmes hors sol, entre guillemets, par rapport au champ santé, je pense qu'on y perdrait beaucoup en régulation ou en finesse de régulation pratique. Et d'ailleurs, la question 1 que vous posiez permet de le montrer très concrètement sur la question du recueil du consentement. Ce qu'on dit, c'est que là, il n'y a pas lieu de modifier le droit français sur le principe du consentement du patient. Notre droit dit que le consentement du patient doit être recueilli préalablement à l'administration d'une thérapeutique, et ce principe est vrai et doit rester vrai à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est une garantie impérative. Comment aménager maintenant ce recueil du consentement ? Il faut sans doute l'aménager, ce qu'on a produit dans l'outil que je vous renverrai, qui s'appelle avec Etikia, qui s'appelle les 5 clés de régulation de l'IA et de la robotisation en santé.
Ça, c'est la clé numéro 1, information et consentement du patient. Il faut sans doute l'aménager dans 2 directions. Et là, vous voyez, on n'est pas dans un travail de construction législative, mais plutôt de recommandation de bonnes pratiques, fin, à faire avec les professionnels, les représentants de patients. L'aménager d'abord dans un sens peut-être d'assouplissement dans la mesure où vous avez compris maintenant comment fonctionne l'intelligence artificielle en santé. Il faut la voir, je pense que la meilleure image, c'est celle d'un faisceau d'options causales avec un algorithme qui va imaginer à partir d'une situation clinique donnée un réseau d'options de prise en charge dont certaines ne se réaliseront peut-être pas au fil du parcours de prise en charge, mais avec un espace-temps qui va se contracter assez fortement par rapport au processus de prise en charge actuel sous l'effet de la rapidité d'exécution de la technologie. Donc il y a sans doute place pour permettre de capitaliser sur la valeur ajoutée de cette technologie, mais sans mettre en cause le principe de recueil du consentement, à mettre en place des dispositifs de recueil plus séquentiels, c'est-à-dire aller chercher le consentement du patient en amont de la prise en charge, y compris sur des options qui ne se réaliseraient pas au fil du processus, pour permettre de gérer cette compression de l'espace-temps. Et puis dans un deuxième sens, des mécanismes de recueil du consentement plus protecteurs, et notamment des personnes les plus vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, pour qui la compréhension même des enjeux associés à l'expression du consentement en mode médecine algorithmique pourrait s'avérer très difficile à traiter. Donc là, on a proposé de réhabiliter un outil. Donc là, vous voyez, en essayant à chaque fois de s'abriter ou d'utiliser le véhicule de mécanismes législatifs existants, qui serait l'outil personne de confiance, et de lui donner peut-être un nouveau cas d'usage. On sait que cet outil est précieux, mais qu'il est encore insuffisamment utilisé dans notre système de santé, et de mobiliser la personne de confiance comme étant la personne qui va aussi m'aider à exprimer un avis éclairé par rapport à la proposition de thérapeutique formulée par algorithme. Et ça peut être, pourquoi pas, un rôle qui pourrait être joué dans certains cas par des associations de patients, en développant des programmes de formation pour que je puisse avoir, comme patient, quand je ne suis pas bien sûr du consentement que j'émets, le recours à un avis tiers plus spécialisé sur ces questions de médecine algorithmique pour, encore une fois, m'aider à prendre du recul. Et je pense que c'est ça le message clé. Si on veut garder une dose de libre arbitre à la fois dans la décision médicale et dans le consentement du patient, il faut poser un principe de garantie humaine, mais en même temps aider les acteurs à utiliser des outils très pratiques d'aide à la prise de recul par rapport à ces technologies. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, un grand merci pour ce résumé très, très complet, très riche sur un sujet délicat. Trois questions. Tout d'abord, bien sûr, vous l'avez dit, l'évolution dans ce domaine est inéluctable et nous sommes amenés, vous l'avez bien montré, à choisir une voie moyenne entre un progressisme incontrôlé, potentiellement dangereux, et puis une vision trop conservatrice qui nous mettrait très rapidement au banc des nations qui utilisent ces moyens nouveaux de façon tout à fait bénéfique. Alors, en France, nous avons une masse de données de santé qui est assez considérable, peut-être même unique dans le monde pour diverses raisons. Et on constate que, bien sûr, ça suscite certains appétits. Et déjà maintenant, on observe que certains réseaux commerciaux utilisent cela sans que l'on connaisse précisément d'où vient la source des informations. Ainsi, des malades dans diverses disciplines reçoivent des propositions d'objets connectés parfois utiles, mais pas toujours indispensables. Ils ont été repérés spécifiquement, que ce soit en secteur libéral ou en secteur public, et ces moyens sont utilisés. Jusque-là, ça n'a pas de conséquences très graves, mais l'amplification de ce phénomène serait regrettable. Comment, en définitive, s'assurer qu'il n'y a pas une progression de cette
ces fuites sur des données de santé utilisées à des fins essentiellement commerciales et qui pourraient l'être aussi des fois par des employeurs, des assureurs, que sais-je. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à un moyen de coercition a priori, par un contrôle de tout cela, ou par une dissuasion sous la forme de sanctions chaque fois que telle ou telle fuite peut être identifiée? Deuxième question, vous avez cité un certain nombre de difficultés à surmonter, mais j'aimerais que vous puissiez, si vous en êtes d'accord, nous dire quelles sont les faiblesses que vous percevez comme prioritaires dans notre système français. Prioriser en définitive les difficultés que nous aurons à affronter dans les toutes prochaines années, comment les combler, bien entendu dans le respect des valeurs éthiques françaises que je n'ai pas besoin de rappeler et qu'on connaît tous. Bien entendu, auquel il faut ajouter le désir d'amplifier la rapidité. Vous avez évoqué certains retards par rapport aux autres pays, donc il faut augmenter la rapidité, mais il ne faut pas créer, parce que c'est une de nos valeurs, créer une fracture numérique plus grande au fur et à mesure de ce développement. Donc voilà, est-ce que vous pouvez prioriser un petit peu tous ces efforts que nous devrons réaliser dans les prochaines années? Troisième et dernière question, vous avez évoqué la modification induite de la relation médecin-malade, qui, au lieu d'être basée, comme dans le passé, essentiellement sur une confiance réciproque, devient de plus en plus une codécision. Certains se félicitent de cette évolution, d'autres la regrettent, mais c'est inéluctable. De plus en plus, le malade participe tout à fait à la décision parce qu'il est moins passif, parce qu'il peut invoquer le recours à certaines expertises extérieures. Donc, il peut y avoir parfois des critiques, parfois un deuxième avis, alors deuxième avis médical, mais aussi algorithme médecin, etc. Enfin, vous en avez dit un petit mot. Et bien évidemment, le recours à la téléexpertise, qui pour l'instant passe par l'intermédiaire de médecins, mais qui demain pourra trouver d'autres cheminements. Donc comment, en définitive, imaginer que cette relation qui se modifie dans son fondement soit efficacement, correctement et rapidement enseignée aux étudiants en médecine d'aujourd'hui, qui seront dans 10 ans des médecins et qui à ce moment-là seront en plein baignés dans l'intelligence artificielle. Donc il est vraiment important que dès aujourd'hui, ils soient enseignés sur cette modification qui n'est plus la relation traditionnelle entre un patient et son médecin. Merci. Merci, Monsieur Gruson. Merci. Alors, effectivement, sur les... peut-être je répondrai de manière groupée aux deux questions. Comment est-ce qu'on peut traiter les dérives dans l'accès aux données de santé et c'est quoi la faiblesse principale de notre système? Je pense qu'il y a un constat qui est fait, qui est un peu paradoxal, que vous avez fait, qui est que la France dispose de données de santé de qualité, mais avec aujourd'hui un niveau d'utilisation et de valorisation de ces données pour améliorer le système de santé qui est faible. Le constat a été dressé par le président de la République qui a enclenché la mission sur le Health Data Hub avec un rapport qui a été rendu le 12 octobre. Dans son avis, le Comité national d'éthique dit que ça peut être une bonne voie de passage et on comprend le sujet, c'est-à-dire si on est capable de créer cette interface technologique qui permettra d'assurer un niveau de sécurisation permettant un partage plus large des données de santé dans un cadre qui soit créateur de confiance, c'est sans doute ça la voie de passage à aller chercher pour porter une vision éthique des traitements de données. Et puis après, je pense que ce message-là, si on y arrive en France, il faudra assez vite le porter au niveau européen pour essayer d'avoir une action commune sur ces questions. Pour que ça marche, c'est quoi la faiblesse prioritaire à traiter? Alors là, le comité d'éthique, dans son avis, l'exprime comme une possibilité. Il propose de mettre cette proposition à l'étude. Moi, là, j'y ai mis un avis personnel complémentaire. Ça me semblerait sans doute
une voie souhaitable d'imaginer un régime plus efficace d'alimentation de ce futur Health Data Hub en données de santé. Parce que, donc on prenait le raisonnement, à partir du moment où on crée une infrastructure technologique sécurisée avec la garantie de fonctionnement et de sécurisation qui est apportée par la puissance publique, on peut peut-être se permettre d'avoir un mécanisme de recueil de données facilité. Notre droit connaît déjà un mécanisme de consentement présumé dans le régime des prélèvements d'organes. Donc ce qui existe pour des organes, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas à partir du moment où le cadre de confiance a été créé pour des données de santé dont le traitement serait mobilisé à des fins d'amélioration de la qualité ou de l'efficacité du système. Donc là, il y aurait sans doute peut-être un calage à faire pour nous permettre d'avoir un traitement facilité de ces données qui existent et de sortir de ce que l'on connaît aujourd'hui, qui est certes des données, des bases de données de très bon calibre, mais qui ne communiquent pas entre elles. Des bases de données médico-administratives comme le SNIRAM de l'assurance maladie, et puis des données cliniques réelles, par exemple les clichés d'imagerie, qui aujourd'hui sont stockés entre les mains des radiologues dans les établissements de santé. Donc il faut trouver la voie d'articulation permettant de créer de la confiance dans le cadre du hub, avec pourquoi pas une modification législative sur cette nouveau mode d'alimentation plus ouvert, mais en même temps dans un cadre plus sécurisé. Et je crois assez bien à une clé d'entrée dans le hub, à la fois par des thématiques amenées par les associations de patients, qui diraient, voilà, sur ce sujet-là, on pense qu'on a un enjeu de pilotage et de partage des données pour répondre à une problématique de traitement de données de traitement de prise en charge des patients. Et je crois assez bien une clé d'entrée par les spécialités. Par exemple, là, vous avez vu, on a eu l'occasion d'échanger et de les accompagner un peu jusqu'ici dans leur réflexion. Les radiologues se sont organisés en jetant les bases d'un écosystème français d'IA en radiologie. Et ils l'ont fait dans le cadre de la Société Savante, avec la Fédération des médecins, donc la SFR, avec la Fédération des médecins libéraux, la FNMR, le syndicat des radiologues hospitaliers, tout l'écosystème de la radiologie qui s'organise pour essayer de définir ce que pourraient être des bases efficaces médicalement et responsables éthiquement d'émergence de l'IA dans la discipline. Je pense qu'il y a là un point de contact à imaginer dans l'opérationnalité de l'émergence de l'IA. Et puis enfin, vous avez évidemment parfaitement raison de mettre l'accent sur un enjeu absolument central qui est celui de l'adaptation de la formation. Et là, la France a pris du retard qu'elle commence à résorber. Avec, là aussi, je parlais de cette bascule ou de cette prise de conscience, il y a eu deux évolutions importantes. L'annonce par la conférence des doyens de faculté de médecine de la mise en place dès 2019 d'un module dès la première année de sensibilisation des étudiants en médecine aux enjeux de la médecine algorithmique via le groupement d'intérêt public de l'Université du numérique en santé. Donc ça, c'est une avancée. Après, il faudra développer ça sous forme de contenu plus spécialisé. Et puis, deuxième avancée, l'annonce par la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu de l'inscription dès 2019 de l'intelligence artificielle comme orientation prioritaire de DPC pour permettre d'enclencher une dynamique de formation continue auprès des médecins. Je terminerai en ouvrant le sujet sur cet aspect impact de l'IA sur les métiers, même si là, on n'est pas forcément dans un domaine législatif, mais c'est vraiment un domaine de changement important. Donc, c'est un sujet qu'on a regardé notamment avec l'Institut Montaigne, avec un rapport qui sortira dans les prochains jours. La sensibilité qu'on a et que le débat public est très concentré sur l'impact de l'IA sur les spécialités médicales. Mais on voit pour ces spécialités qu'en réalité, les effets RH ne sont pas acquis. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si telle ou telle spécialité médicale disparaîtra. Ça dépendra d'évolution technologique, ça dépendra aussi de choix qui seront faits pour les professions paramédicales adjacentes, radiologues, manip radio. Par contre, on mesure d'ores et déjà des effets importants de déploiement de l'IA sur les fonctions ou les métiers support, les fonctions du back-office du soin, où là, comme dans d'autres secteurs de la vie économique et sociale, on a des effets de transformation très significatifs déjà à l'œuvre et pour lesquels on voit qu'il y a besoin de mettre en place une stratégie d'accompagnement assez vite si on veut
éviter des impacts brutaux pour certains métiers du back-office du soin. Très bien, merci. Je vais laisser la parole à notre collègue Alain Ramadier. Oui, merci. Je voulais vous remercier pour votre présentation et vos interventions. Lors d'un point presse, vous aviez donc insisté sur le développement absolument irréversible de l'intelligence artificielle. Ça, on peut le comprendre. Il y a des opportunités, notamment dans le champ sanitaire et médico-social. Vous aviez dit qu'en France, on avait des atouts, notamment au niveau des mathématiques et également de l'algorithmie, mais qu'on accusait du retard en termes industriels. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on puisse avancer un petit peu plus sur le domaine industriel, parce que c'est du concret, hein. Ça, c'était un peu ma première question. Alors, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez insisté sur le fait d'attirer notre attention sur la surréglementation, c'est-à-dire attention de ne pas mettre des lois sur des lois, c'est un petit peu, ou des réglementations sur des réglementations. Et puis, il y avait un point, j'avais lu que vous aviez proposé différentes clés de régulation de l'intelligence artificielle. Vous aviez parlé à une période de la création d'une fondation qui pourrait être inscrite au sein du CCNE pour réguler un petit peu tout ce qui était déploiement de la robotisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Voilà, merci. Merci, M. Creuson. Merci, Monsieur le député. Alors, sur la partie industrielle, effectivement, peut-être la première préconisation, c'est celle d'une modération législative, d'une juste mesure pour ne pas créer un environnement encore plus compliqué pour les acteurs de l'innovation. Et puis, dans l'émergence de solutions innovantes, le Health Data Hub, avec un mode d'alimentation en données qui soit adapté, serait un vrai atout, hein, pour franchir des étapes complémentaires. Et puis, il y a un troisième point là qui relève plus du choix stratégique, qui est de repérer quelle peut être la zone de compétitivité de la France sur l'intelligence artificielle en santé. Je vais peut-être vous paraître un peu brutal, là c'est évidemment un point de vue personnel. Je ne crois pas que l'on puisse entrer en compétition avec des fabricants de solutions d'IA très généralistes sur le secteur de la santé. Qui ont trop de longueur d'avance. Parce que les solutions d'IA généralistes qui se construisent sont elles-mêmes dans le prolongement de solutions informatiques, numériques, généralistes que vous connaissez déjà et sur lesquelles la France et l'Union européenne sont trop en retard. Par contre, on a sans doute place pour développer une stratégie ambitieuse, pour avoir des solutions d'IA de référence sur des champs de spécialité et sur de l'IA d'excellence. On en a pris les exemples, hein, sur l'IA spécialité, en radiologie, en cancéro, en dermato, en ophtalmo. Vous voyez, sur tout ce qui fait, et sur l'IA de recherche de pointe, tout ce qui fait finalement l'excellence de la médecine française, peut, s'il y a une stratégie déterminée, identifiant un nombre plutôt resserré de priorités sur lesquelles on se mobiliserait, et y compris on orienterait de manière résolue les moyens qui existent dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, ça permettrait de faire émerger ces solutions, vous voyez, qui auraient vocation à constituer les algorithmes de référence dans tel ou tel champ de spécialité, qui demain viendraient se pluguer sur des solutions d'IA un peu colonne vertébrale, peut-être conçues ailleurs, mais que si on agit intelligemment à la fois en termes de cadrage législatif et de régulation de self-compliance, on peut essayer d'acclimater dans un environnement éthique conforme à nos valeurs. Sur l'idée d'une fondation, c'était effectivement la proposition une des propositions qu'on avait introduites dans la consultation qui avait entouré la mission Villani. Son sens, c'est d'avoir un vecteur. Alors, on avait dit à l'époque plutôt s'appuyer sur un vecteur existant plutôt que créer un objet nouveau, permettant d'accueillir des financements, le cas échéant industriel, mais dans un cadre vierge de tout conflit d'intérêts et avec un cadrage déontologique très fort, d'accueillir des financements publics circonscrits et privés, mais dans ce cadre préservant les risques de conflit d'intérêts, pour aller financer ou aider à financer l'effort de recherche sur la création de ce cadre de régulation. Parce que vous voyez que jusqu'ici, ce qui a été construit, ce qu'on a fait modestement avec Ethikia, a été sans aucun moyen, au titre de nos missions académiques respectives et de l'engagement citoyen qu'on a porté collectivement. Mais qu'on va passer maintenant, et on le passe déjà, je pense,
le cran où il y aura besoin d'un petit investissement. Vous voyez, là, on n'est pas vraiment pas sur des sujets colossaux. Je pense qu'on a avancé déjà pas mal sans moyens, mais avec un sujet de quelques centaines de milliers d'euros, c'est cet ordre-là. On pourrait déjà amorcer quelque chose pour avancer amorcer une pompe. Hein. Vous avez compris le positionnement. Il y a finalement dans le process de régulation positive de l'IA 3 moments. Il y a le moment de la recherche et développement sur la construction de ces outils de régulation positive, où là, il faut aller faire des choses, peut-être comme ce qu'on a fait avec Imagine, en repérant un sujet qui se pose et en essayant de développer des techniques de régulation, de soft law appropriées. Il y a un lieu qui doit être complètement indépendant, qui est le lieu de la validation de ces instruments. Pourquoi pas la Haute Autorité de Santé, pourquoi pas des techniques de normalisation. On a échangé avec l'AFNOR notamment. Et puis après, a posteriori de ça, il y a le besoin d'accompagnement à la conduite du changement. Comment est-ce qu'on aide les acteurs à se saisir de ces nouveaux outils de garantie humaine de l'intelligence artificielle? Comment les faire vivre concrètement? Comment aider des établissements de santé qui voudraient le faire de se doter de collèges de garantie humaine pour suivre au fil du temps le déploiement de l'IA? Vous voyez, là, on est plutôt dans le sujet de l'accompagnement pratique à la conduite du changement et comment gérer dans une vraie stratégie de conduite du changement les impacts sur les métiers de la santé, du champ sanitaire et médico-social. Très bien. Il me reste à vous remercier pour cette audition. Je donne rendez-vous à mes collègues à 17h dans cette même salle pour une nouvelle série d'auditions. Bon appétit.